Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Se libérer des pensées de Lionel Cruzille. Lu par Damien Viteka. Introduction. Le chemin spirituel est surprenant. Au début, nous rêvons du chemin, nous rêvons d'éveil, de paix et surtout d'un état d'être où la souffrance aurait disparu de notre existence. Mais si nous sommes sur une voie authentique, tôt ou tard, nous verrons que tout cela n'était que rêve. En vérité, la réalité est encore plus belle. La spiritualité est une position intérieure, une manière nouvelle d'être au monde, profondément différente de la manière commune, mais cela ne change pas le réel. Au contraire, cela nous amène à être avec lui, à accueillir celui-ci comme nous pouvons nous accueillir nous-mêmes. La voie inverse totalement notre regard sur le monde. Je citerai ici Arnaud Desjardins. Je crois pouvoir dire que la réconciliation, c'est la voie, ou que la voie, c'est la réconciliation. Cette réconciliation se fait avec nous-mêmes, notre passé, les autres, et finalement le réel. C'est aussi un processus organique, physique, car il n'est aucun moment où nous ne sommes pas avec notre corps. Dans mon premier livre, j'abordais l'aspect du gain d'énergie sur la voix, la façon dont la voix travaille en profondeur en nous, à travers la vigilance, l'accueil de ce qui est, la plongée en conscience dans les émotions, tout ce qui amène une hausse et un affinement de l'énergie. Sans énergie, pas de vigilance, et sans vigilance, pas de voix. Dans le second livre, j'ai souhaité traiter de l'intégration de la voix au cœur du quotidien en plaçant au centre la pratique de la présence sous tous ses aspects. Vivre sa pratique au cœur de la richesse et des défis de la vie permet de s'ancrer dans la voix. Ici, j'ai voulu aborder un thème tout aussi important, celui des pensées. Nous pensons en permanence, la plupart du temps de manière mécanique, ce qui crée un filtre omniprésent et invisible entre la réalité et notre perception. C'est ce qu'on nomme le mental. Et sans vigilance, ou présence à soi, nous le prenons pour le réel. C'est le mental, manas en sanskrit, qui entraîne les émotions, elles-mêmes gaspilleuses d'énergie et cause de tensions physiques. Mais surtout, c'est lui qui nous fait vivre en enfer, dans notre propre tête. Bien que les pensées soient fugaces et souvent non perçues par manque de vigilance, elles sont pourtant le cœur même de notre prison. Libérés de nos pensées, nous sommes réconciliés avec l'instant présent, avec le réel et avec nous-mêmes. En paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec le monde. Toutefois, il ne s'agit ni de rejeter les pensées, ni de nous y perdre. Il est plutôt question d'apprendre à les accueillir, ainsi que notre corps et nos émotions. Faire avec, et non plus contre. C'est là le chemin qui mène à la liberté intérieure. Puisse ce livre vous aider à réaliser cette paix, à la vivre au cœur de votre quotidien. Lionel Cruzille, Tours, septembre 2013. Le mental. Tous les grands maîtres que j'ai rencontrés en Inde et en Asie, si vous les ameniez en Amérique et leur donniez une maison, 2 voitures, une femme, 3 enfants, un travail, des polices d'assurance, des impôts, ils auraient beaucoup de mal. Pir Vilayat Khan, maître soufi en Occident, cité par Jack Kornfield dans Après l'extase, la lessive. Nos pensées n'ont d'effet sur nous que si l'on y croit. Êtes-vous prêt à voir le monde différemment? Sur le chemin spirituel, il nous est souvent dit que nous sommes prisonniers, esclaves dans la souffrance, dans l'illusion, et que nous avons la possibilité de nous libérer, de nous éveiller, d'être en conscience et de trouver la paix inconditionnelle. Même si tout cela est vrai, nous ne sommes en vérité prisonniers que d'une chose, nos pensées, et plus exactement,
celles auxquelles nous croyons. Ce sont elles qui donnent naissance aux émotions, et celles-ci troublent le corps physique, pour qui toute pensée est réalité. Cette affirmation peut choquer ceux qui estiment que penser est le propre de l'homme et synonyme de créativité, de libre arbitre, d'indépendance, de progrès. C'est vrai, mais seulement en partie. Il faut distinguer deux types de pensée. La pensée mécanique, automatisée, qui se déverse en flot continuel comme «il faut que je pense à acheter du pain», «j'aimerais bien prendre des vacances», «oh, la belle voiture bleue», etc. La pensée mécanique est celle que nous subissons tous au quotidien. Et l'autre type de pensée, celle de pleine conscience, qui nous enseigne la voie spirituelle. Nous vivons dans un monde moderne, à une époque héritière du «je pense donc je suis» de Descartes, qui nous pousse vers la valorisation de l'ego et renforce son lien avec la pensée. Mais si je me libérais de mes pensées, qu'en serait-il de moi? Ai-je une identité? Un moi qui ne dépende pas d'elle? Cela amène à définir pensée et conscience. Être. Voilà un point crucial. Être n'a rien à voir avec le fait de penser. La pensée apparaît dans la conscience, mais n'est pas la conscience. Je peux donc être sans que cela dépende de la pensée. Je pense, donc je suis, n'est donc qu'une affirmation relevant d'un certain niveau de conscience, celui de l'identification à ses pensées. Et lorsque j'avance sur la voie, plus je pense, moins je suis. Pour aborder cette nouvelle conscience de soi, il nous faudra définir des termes nouveaux. La vigilance, le mental, l'ego, la présence à soi, la pleine conscience, l'éveil. Ils nous conduiront à un niveau de conscience plus élevé, nous permettant de vivre plus pleinement notre quotidien. Mais il est un autre écueil. Croire que, pour nous éveiller, il faille supprimer ou rejeter les pensées, et d'abord celles qui sont source de souffrance. Or, il ne s'agit pas de les éliminer, mais d'en être libre. Tout est là. Il ne s'agit pas d'être sans pensée, mais libre des pensées. Si nous devons nous libérer, cela veut-il dire que nous sommes prisonniers? Oui, nous sommes prisonniers de nos pensées. Si je vous demande «Pouvez-vous arrêter de penser?» que me répondez-vous? Cela veut-il dire que nous devions les supprimer? Précisément non, car pour ce faire, toute lutte est inutile. Tout effort de destruction crée une énergie qui suscitera en réaction une énergie inverse de force égale, car l'univers cherche l'équilibre en toute chose. C'est pourquoi nous n'allons pas chercher à contrer les pensées, mais à les accueillir, puis à les laisser repartir, sans nous y accrocher. Nous y reviendrons en détail plus loin. Ce mouvement favorise la créativité. Il est le reflet d'une pensée neuve et fraîche, issue d'un espace intérieur précisément plus vaste que le mental seul. Il laisse de côté la pensée qui nous assujettit à nos croyances, à nos émotions, qui restreint et sclérose cet espace intérieur. Se libérer des pensées ouvre cet espace intérieur. Nous pouvons aussi percevoir différemment l'espace autour de nous, désormais libre de toute interprétation. Ce que nous pensons de telle personne, de tel événement, sur le passé, le présent ou l'avenir, est-ce vrai? Est-ce la réalité ou simplement ce que nous pensons de la réalité? Peu à peu, nous pouvons cesser de croire que nos pensées sont la réalité. Nous allons développer un état de conscience ouvert à la fois à ce qui se produit en nous, autour de nous, la vigilance. Grâce à elle, nous pourrons voir nos pensées, les questionner, puis les laisser partir. Grâce à elle aussi, nous verrons qu'au-delà de nos pensées demeure la conscience une, et par là même la paix. Alors, comment nous y prendre? Comment nous libérer de nos pensées? Le mental. Soyons clairs, être libre des pensées ne veut pas dire ne plus penser du tout.
Penser n'est pas un problème en soi, c'est la croyance que nos pensées sont la réalité qui engendre la souffrance. En vérité, nous adhérons quasiment à toutes nos pensées. C'est ce qu'on appelle communément le mental dans le vocabulaire de la spiritualité. Deux aspects sont à retenir. Nous prenons nos pensées pour la réalité. Elles envahissent tout notre champ de conscience, précisément parce que nous y croyons. Le mental nous fait prendre toutes nos pensées pour le réel. Nous y sommes tellement attachés que nous ne voyons plus qu'elles. Si nous les suivons à longueur de journée, leur flux incessant nous hypnotise. Il charrie nos inquiétudes sur l'avenir, nos regrets sur le passé, notre refus du réel ici et maintenant. Toutes nos pensées nous exilent de nous-mêmes. Nous ne voyons ni le monde ni les gens qui nous entourent, mais seulement ce que nous projetons sur eux en permanence et de façon inconsciente, et ce, sur toute chose, y compris sur nous-mêmes. Prenons un exemple concret. En réunion, une personne vous regarde avec colère. Vous le prenez pour vous. Mais en fait, ça ne vous concerne pas. Il est arrivé au bureau avec cette colère qui perdure alors qu'il vous regarde. Cela vous touche, vous interprétez cela et en tirez hâtivement des conclusions fausses. Il en va de même à longueur de journée avec votre patron, votre conjoint, avec vos projets, etc. Vos pensées interprètent le monde. Elles l'interprètent dans l'instant même, mais aussi pour l'avenir. Avez-vous pu observer que nous nous attendons à ce que telle ou telle chose se produise selon ce que nous pensons et prévoyons? Si vous êtes vigilant, présent à vous-même, vous pourrez déceler ce mécanisme des pensées. Les pensées mécaniques, répétitives, non conscientisées, fabriquent des scénarios en permanence. Afin d'illustrer le fonctionnement typique du mental, examinons l'exemple suivant. Vous êtes en pleine nuit dans un jardin. À la lumière de la lune, vous pouvez voir se dessiner dans l'herbe la courbe d'un serpent enroulé sur lui-même. Immédiatement, la peur vous envahit. Vous imaginez déjà qu'il s'agit d'un serpent, qu'il va vous mordre. Est-il venimeux? Peut-être vais-je mourir, seul dans cette forêt? Mais il est sur votre chemin, et vous ne pouvez reculer. Que faire? Vous demandez-vous. La peur est déjà là. Mais, la lampe torche en main, vous continuez à avancer doucement, prenant garde de ne pas le réveiller car pour l'instant, sous la pâle lumière lunaire, vous n'avez deviné aucun mouvement. Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus, vous braquez votre torche sur lui. Et là, stupeur, c'est une corde épaisse, enroulée, posée à même le sol. Votre illusion s'effondre, votre peur se dissout dans l'instant. Ce n'est pas un serpent, mais votre mental y a cru, et votre corps aussi. Tout le fonctionnement du mental est là. Vous prenez une corde pour un serpent, vous êtes dans l'illusion, et celle-ci fait naître en vous une multitude de pensées angoissantes et les émotions qui les accompagnent, peur, colère, etc. Les sensations physiques suivent, car le corps réagit immédiatement à tout message du mental, qu'il tient pour vrai. Pourtant ici, tout est faux. Il n'y a pas de serpent. Tout est illusion. Les prédictions, l'enchaînement des pensées, tout est erroné. Vous pouvez parfois tenir compte de vos pensées, mais pas les prendre pour la réalité. La différence est cruciale. Il ne s'agit pas ici de s'interdire de penser rationnellement, d'imaginer un danger qui peut exister, mais plutôt de vérifier si le danger potentiel est réel, en braquant immédiatement la lampe sur lui. L'identification d'un serpent déclenche un réflexe naturel de survie qui nous en éloigne. Il ne s'agit pas de supprimer cette peur salutaire et primale, mais de remettre en question la peur psychologique, celle qui se construit avec nos projections mentales, nos spéculations sur une réalité ou un avenir hypothétique. Combien de fois de telles constructions ne vous ont-elles pas entraîné dans d'effrayants scénarios catastrophes, alors que la réalité s'avérait ensuite bien différente? Pouvez-vous être sûr d'agir correctement le moment venu si vous êtes déjà sous l'emprise d'un stress avant même de vivre cet instant? Observons de plus près le fonctionnement du mental face au réel. La réalité a-t-elle besoin de nos pensées pour être?
Qu'appelle-t-on alors le réel? Le réel. Je suis une amoureuse de la réalité. Lorsque je me dispute avec elle, je perds, mais seulement à tous les coups, seulement 100% du temps. Je suis amoureuse de ce qui est, non parce que je suis une personne spirituelle, mais parce que cela me fait du mal quand je conteste la réalité. Nous pouvons savoir que la réalité est bonne telle qu'elle est, parce que lorsque nous la contestons, nous faisons l'expérience de la tension et de la frustration. Nous ne nous sentons alors ni naturels ni équilibrés. Lorsque nous cessons de contester la réalité, l'action devient simple, fluide, bienveillante et sans peur. Byron Katie, aimer ce qui est. Le décalage entre le monde créé par le mental et la réalité engendre la souffrance. Tout part de là. Vous n'êtes prisonnier que de vos pensées et uniquement parce que c'est à elles, et non au réel, que vous portez foi. Comment alors percevoir le réel tel qu'il est? Voilà la question. Reprenons notre exemple de la corde et du serpent. L'illusion est tombée d'elle-même. Cela s'est produit au moment où vous avez braqué la lumière sur ce que vous croyez être un serpent. Mais, c'est un fait, vous avez braqué votre lampe sur l'objet. Cette lumière, c'est le symbole de votre investigation qui mène à la prise de conscience. C'est une représentation de la vigilance et de la découverte de ce qui est, tel que c'est, ici et maintenant. La prise de conscience est toujours soudaine. Vous cheminez, puis un jour, à un instant précis, l'illusion tombe, c'est fini. Vous avez vu. Vous avez vu ce qui est. Et tout le reste suit. Immédiatement, votre corps s'apaise, puisque l'émotion qui accompagnait vos pensées s'est elle-même dissipée. Il en va de même lorsqu'il s'agit de préparer un examen et d'en attendre les résultats. Des mois durant, les idées fusent, peurs et émotions s'entremêlent, rendant difficile leur identification et perturbant les centres émotionnels, physiques et psychiques. La peur ressentie génère une émotion que le corps reçoit. Alors, selon notre constitution, notre histoire, nos faiblesses, ce seront nos intestins, nos épaules, notre cœur ou toute autre partie de notre corps physique qui réagira à la pensée en question. Le jour vient de l'affichage des résultats. Le réel est là sous vos yeux. Si vous avez obtenu votre examen, vous êtes tout joyeux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez alors vous lamenter, regretter, être en colère ou triste. Dès le début, vous avez imaginé tous les scénarios possibles. Hypnotisé, vous n'avez pas vécu le réel, mais votre réalité, qui n'est que fiction pure. Pourtant, votre corps l'a reçu et subi comme un stress. Comment auriez-vous vécu la même période sans croire aux histoires que vous imposait votre mental? Qui seriez-vous sans ces pensées-là? Votre révision aurait-elle été plus sereine, plus concentrée et plus efficace? Certains voient la capacité à se projeter comme une fonction indispensable à la vie. C'est là une grossière erreur. Au contraire, être libéré le plus possible du jeu du mental permet de se rendre disponible au réel qui, lui, est là, quoi qu'on en pense. Ceci ne nous empêche nullement de faire des projets et provoque même des réponses plus adaptées car nous sommes alors ouverts à l'instant de manière directe. Sans le filtre de ce que nous pensons, sur ce qui pouvait, devrait ou pourrait être, le réel est clair, c'est une simple évidence. Nous voici face aux conséquences de nos pensées, nos actes. Car le mental peut nuire à la pertinence de l'acte accompli en réaction à celle-ci. Comment agissez-vous lorsque vous voyez un serpent à la place de la corde? Nos pensées ne sont-elles qu'un filtre déformant? Tout cela mène à un point important. Croyance fort répandue et peu explorée, nous croyons pouvoir, par nos pensées, contrôler le monde. Elle est si courante que nous avons l'impression qu'elle est vraie. Êtes-vous absolument sûr qu'elle soit vraie? Il me paraît important d'interroger nos croyances afin de mettre en lumière les nœuds qui bloquent le retour à la présence et donc à ce qui est. Poser cette question de la pertinence de la pensée exige une nouvelle qualité de conscience à développer en nous, la vigilance. Ce n'est qu'à partir de cette vigilance que nous pouvons examiner cette pensée.
Pourquoi être vigilant? Pourquoi vivre le ici et maintenant si connu? À quoi sert d'être présent en conscience dans l'instant? Être conscient que la vision du monde et de nous-mêmes, car le mental n'est pas la réalité, c'est là l'essentiel. Nous pouvons alors ne plus être esclaves de la pensée parce que nous en sommes conscients. Mais sommes-nous présents à nous-mêmes et au monde? Avant de parler de notre qualité de présence et de la vigilance, observons d'abord la pensée en elle-même. De quoi parlons-nous vraiment? Posons-nous simplement quelques questions. Par exemple, quand pensez-vous? Maintenant. Quand faites-vous des projets pour demain? Maintenant. Quand vous pensez à hier, quand le faites-vous? Maintenant. Quand vous vous remémorez vos émotions, quand le faites-vous? Maintenant. Existe-t-il un autre moment possible pour être vivant, sinon maintenant? Demain sera maintenant, toujours maintenant. Aujourd'hui est le futur d'hier. Ainsi, toutes vos pensées n'ont toujours lieu que maintenant, et elles interprètent l'instant, maintenant. Elles forment un filtre qui voile le réel, mais toujours dans le maintenant, même si vos pensées pensent à l'avenir ou au passé. C'est pourquoi il est aussi vain de vouloir contrôler le monde avec vos pensées que de vouloir arrêter le vent. L'instant présent est comme il est parce qu'il est déjà là. Tout est déjà là. Prenez un instant pour observer autour de vous. Tout est là. À chaque instant, ce qu'on nomme le présent, la réalité, est en fait déjà là. En ce qui concerne l'action dans le réel, la vraie question reste, étant donné ce qui est, le présent déjà là, que puis-je faire l'instant suivant? Ainsi, notre pensée ne cherche plus à contrôler mais à répondre à la vie, telle qu'elle est ici et maintenant. Se battre contre le réel en pensée est totalement inutile et surtout absurde, puisque c'est se battre contre un temps déjà manifesté. C'est ce qu'on peut nommer le déjà là. Le déjà là est déjà du passé, le temps qu'on le perçoive. Le présent est toujours déjà là. En appliquant la vigilance, la pensée redevient un outil. La pensée obéit à nouveau à la conscience. Nous ne sommes plus victimes de nos pensées. Nous ne sommes plus pensés par le mental, nous nous servons de la pensée. La conscience peut reparaître en arrière-plan des pensées, puisque nous ne nous sommes plus identifiés ni aveuglés. Un espace s'est libéré en nous. Alors, sommes-nous celui qui pense ou sommes-nous pensé? Je pense ou je suis pensé. Vous n'êtes prisonnier de rien d'autre que de vos pensées, vous n'avez à vous libérer de rien d'autre que de vos pensées. Arnaud Desjardins, À la recherche du soi, tome 4. En questionnant vos croyances, en les remettant en question pour voir ce qui se cache derrière, vous en arriverez à un constat inattendu. Les pensées sont présentes dans votre esprit. Elles ne font que passer. Mais si vous y croyez, elles restent, car vous les validez. Elles ont alors plus ou moins d'impact, selon le degré d'importance que vous leur donnez. Plus vous y croyez, plus vous les nourrissez. Peu à peu, elles se renforcent et prennent du pouvoir sur vous. Et ce, d'autant plus que vous les actualisez souvent, en les ressassant, en les nourrissant encore d'autres pensées et d'émotions. Mais voilà le plus inattendu. Vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées. Nous pourrions dire, vous êtes pensée. Sans vigilance, elles rentrent et sortent de votre esprit. Vous n'avez pas d'autre choix. Tant qu'elles vont et viennent dans votre esprit, mécaniquement, ça pense en vous, sans que vous en ayez conscience. Vous êtes pensé. Vous commencez sans doute, à ce stade, à voir la différence entre être pensé et penser en conscience. Penser en conscience, c'est être conscient d'une pensée, sans y accorder forcément foi. Vous n'êtes alors plus une marionnette, mais bien une conscience qui choisit de suivre ou non les pensées qui se présentent. Le plus important, c'est être en conscience, présent à soi-même. En d'autres termes, être vigilant. C'est cela qui permet de faire la différence entre penser et voir la réalité. Tout en pensant, vous demeurez ancré dans le réel et vous pouvez alors choisir ou non de suivre vos pensées. Bien évidemment,
Vous continuerez d'avoir souvent des pensées qui traversent votre champ de conscience. Vous les verrez, analyserez leur utilité, rirez peut-être de leur incongruité et les laisserez repartir, le cas échéant, comme elles sont venues. Peut-être les suivrez-vous et leurs flots vous amèneront-ils dans un endroit, futur ou passé, imaginaire, inquiétant ou rassurant, mais en aucun cas réel. Vous construirez tout un monde sans réalité pour finalement vous réveiller tôt ou tard devant ce qui est, désemparé parce que vous aurez pensé le réel et non vu et vécu celui-ci. Il n'y a aucun mal à cela. Ce n'est ni bien ni mal. Soyez bienveillant envers vous-même. Cela aussi fait partie de la voie. Et il est fort probable que longtemps encore, vous vous surpreniez à tomber dans le jeu du mental pour en émerger ensuite. Mais avec la conscience que vos pensées ne sont pas la réalité et la possibilité d'être en pleine présence en les observant, vous connaissez le chemin pour en être libre. Et cela vous ouvre les portes d'une nouvelle conscience d'être au monde. Vous découvrirez que derrière vos pensées, au-delà du mental, demeure une paix que vous pouvez vivre. Alors, pouvez-vous commencer à questionner vos pensées? Voulez-vous commencer à approfondir votre présence pour découvrir cette paix au-delà? La méditation. Pour découvrir la paix au-delà de vos pensées, il faut vous exercer. Un des meilleurs exercices est la méditation de pleine conscience. Elle vous exerce à la vigilance et à l'accueil. Elle vous aide à ne plus vous accrocher à vos pensées. En les voyant se présenter, vous pouvez simplement ne pas les retenir, tout comme nous le faisons en méditation. Il est certes évident qu'être présent à soi-même, c'est-à-dire vigilant, demande une forme d'entraînement. Cependant, l'enjeu est si grand que nous ne pouvons prendre cela à la légère. En laissant passer les pensées, vous abandonnez tout le schéma de construction mentale et la spéculation qui l'accompagne. Vous êtes alors plus léger, plus conscient, et naturellement, plus ancré dans la réalité telle qu'elle est, et non telle que le mental voudrait qu'elle soit. Cependant, il peut paraître difficile de laisser disparaître certaines d'entre elles. Si vous vous accrochez, souvenez-vous que vous gagnez à être présent ici et maintenant pour agir de façon pertinente. Ensuite, les bienfaits de la méditation assise s'infuseront dans toute votre existence. Voilà l'important. Ne vous bornez pas à pratiquer la vigilance en méditation seulement pour, une fois levé de votre coussin, oublier complètement votre présence à vous-même. Exercez-vous à affiner, à approfondir votre vigilance. Lâchez, ne serait-ce que momentanément. Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose? Cette pensée-là est-elle fondée ou spéculative, tournée vers un passé révolu ou un avenir hypothétique? Voyez cela clairement. Et si vous lâchez cette pensée, que se passe-t-il? Ne retrouvez-vous pas une forme de paix, ici et maintenant? En observant vos pensées, vous ne les suivez plus aveuglément, élaborant scénario sur scénario. Vous revenez à l'instant présent, et tout acte sera plus conscient. Si vous voyez clairement ce qui est, votre action sera beaucoup plus puissante, puisqu'ancrée dans le réel. Un réel relatif, certes, mais beaucoup moins déformé une fois débarrassé des schémas de pensée mécaniques et des réactions émotionnelles. Les pensées continueront encore à venir et à traverser votre esprit. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être vide des pensées, qui d'ailleurs s'estompent et s'espacent parfois. Il s'agit d'en être libre. C'est primordial, car la conscience n'est pas la pensée. Mais soyez attentifs, cela signifie que vous n'êtes pas l'histoire que racontent vos pensées. Voilà un autre point crucial. Vous n'êtes absolument pas vos pensées. La pratique dans la durée. Lorsque vous pratiquez la vigilance et commencez à voir le jeu de vos pensées, vous comprenez peu à peu que le fait de s'en libérer est une révolution. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes donc pas non plus l'histoire que racontent vos pensées. Vous êtes infiniment plus que vos pensées.
Mais cela demande une pratique claire, un exercice demandant une certaine qualité d'être, la vigilance. Ce qu'on nomme souvent la pratique consiste en fait à être présent, vigilant et ouvert à la fois au monde et à soi-même, présent à ce qui se produit en vous comme autour de vous. Cette pratique, c'est-à-dire le fait même de pratiquer, ne s'accomplit que dans l'instant, car c'est évidemment le seul lieu où nous pouvons être pleinement. En suivant le flot des pensées compulsives et mécaniques, le mental ne vivant pas dans l'instant, nous nous auto-hypnotisons. Nous nous laissons berner par ce futur rêvé qui n'arrivera jamais, précisément parce qu'il est rêvé, et que notre rêve ne peut correspondre exactement au réel. Bien sûr, nous aurons parfois l'impression qu'il se réalise, mais à y regarder de plus près, le réel est un peu différent, voire tout à fait différent de nos prévisions. Notre pensée seule ne peut-elle appréhender le réel? La réponse est non. Pour mettre fin à ce processus, voici la clé: ne plus attendre que le réel corresponde à notre désir, mais simplement l'accueillir comme si c'était ce que nous attendions. Si nous attendons que ceci ou cela se réalise pour commencer à remettre en question le mental, c'est lui qui gagne. Commençons à vivre dès maintenant. Commençons la pratique de vigilance dès maintenant. Et cela ne veut absolument pas dire que nous ne devions plus rien faire. Pourquoi? Parce que cette réponse est elle-même issue du mental. De la vigilance. Tout cela ne peut s'expérimenter que par le biais de ce nouvel état de conscience, la vigilance. Sans vigilance, pas de présence. Et sans présence, pas d'observation des pensées, ni de questionnement à leur sujet, etc. Pas de libération possible. Alors, qu'est vraiment cette vigilance? Au tout début de la voie, la vigilance nous semble être quelque chose d'assez flou. D'abord, nous ne voyons pas en quoi ni comment nous pouvons être vigilants. Puis, nous nous imaginons l'être sans que ce soit vraiment le cas. Nous imaginons devoir être comme ceci ou comme cela, avoir à passer par des thérapies ou des épreuves spéciales pour devenir vigilant ou acquérir la pleine conscience. C'est à la fois vrai et pas tout à fait juste. Le cœur de la vigilance, ce n'est pas cela. La vigilance suit, comme la voix, une logique et une dynamique non linéaires. Au début, la tendance à succomber aux forces du sommeil, habitudes, croyances, nœuds émotionnels, etc., est tellement puissante que seuls des efforts soutenus et précis permettront de vous en extirper. Mais bien d'autres aspects sont à l'œuvre dans la dynamique de la vigilance. Un autre courant plus profond œuvre aussi en parallèle. Au-delà de vos efforts volontaires, existe une part de grâce, la part du divin, dirait-on en langage religieux. La vigilance est le reflet même de la présence, ouverte, disponible, profonde et vaste. Nous pourrions même dire que ce n'est plus vous qui êtes vigilant, mais que la vigilance est vous. C'est un courant qui vous traverse, parfois fort, parfois réduit à un filet, mais toujours présent. Vous êtes comme relié à la présence même du monde. En vérité, ni vous ni personne ne l'aviez jamais quitté. Mais désormais, cela est visible. Cela est accessible et demeure au fond de vous comme une grâce. Seule la pleine présence vous permet de voir vos pensées et de ne plus les suivre aveuglément. Vous gagnez alors en liberté intérieure. Mais, là encore, ne rêvez pas votre chemin. Vivez-le. Le piège d'attendre en pensée des résultats spirituels. Dieu vous connaît quand vous vous connaissez vous-même, la vérité est vous-même, cessez de vous en éloigner en lui courant après. Nisargadatta Maharaj, je suis. Le fait de repérer nos projections vers l'avenir a une conséquence primordiale, celle de ne plus attendre le résultat de notre propre pratique spirituelle. L'attente d'un résultat, somme toute normal, peut devenir un véritable obstacle à la longue, précisément parce que l'on fait là le jeu du mental. Certes, vous visez un but, c'est évident, mais dans le même temps, revenez au réel. Voyez ce qui est, ici et maintenant. Partez toujours de là, afin de ne pas nourrir les fantasmes des hautes réalisations spirituelles qui, peut-être, ne se réaliseront jamais.
Faites avec ce que vous êtes maintenant, avec qui vous êtes, vos imperfections, votre quotidien. C'est là qu'est votre réalité. Et c'est à partir de là seulement que se déroule votre chemin. L'attente en pensée ou la projection de résultats à venir constitue un écueil, subtil, mais très fréquent. D'une part, parce que nous mélangeons l'être et l'avoir. Si j'avais cela, je serais, quand j'aurais cela, je pourrais. Mais le fait d'être ne dépend pas de l'avoir. Avez-vous déjà vu des personnes qui n'ont rien ou presque et qui pourtant sont en paix? Sujet ô combien plus profond qu'il n'y paraît. Être n'est pas soumis aux conditions de l'avoir, bien qu'on prétende souvent le contraire. Nous vivons d'autre part en complet décalage temporel, car le flux des pensées s'inscrit dans le temps, passé et à venir. Or, qu'en pensez-vous? Maintenant. Nous l'avons déjà dit, et y reviendrons plus loin, mais sous un angle différent. Si bien que, de minute en minute, de mois en mois, nous atermoyons en permanence sans nous en rendre compte, et la paix est alors toujours reportée à demain ou à un moment soi-disant plus opportun. Nous pensons alors notre vie, au lieu de la vivre pleinement. Dans les deux cas, nous conditionnons l'inconditionnel. Nous donnons une cause à ce qui est acausal, l'être, la conscience. Nous sommes déjà cette conscience, cette paix, au-delà du flux des pensées. L'être est déjà là, ici et maintenant. Et l'instant qui suit, bien sûr, car il est le présent. Or, qu'existe-t-il hormis l'instant présent? Cela voudrait-il dire qu'il ne faut plus rien prévoir? Bien sûr que non. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions faire de projets, même pour l'instant qui suit. La pratique de la vigilance, le fait d'être ici en conscience, demande d'être complètement ouvert à ce qui est. Tout ce qui est, et non uniquement à ce qu'on pense qui est. Nous libérer des pensées ne dispense pas de retomber parfois dans nos soucis, nos peurs ou nos troubles sous prétexte que l'être ne relève pas de conditions et que, désormais, nous ne sommes plus esclaves de nos pensées. Cela serait un pur déni. Ce qui englobe tout ce qui est, y compris le fait que notre vigilance puisse défaillir, et c'est bien naturel, ou que nous puissions être à nouveau identifiés à un jeu du mental plus puissant que d'autres. Sinon, nous rejetons une part de ce que nous considérons comme nos faiblesses au nom d'un idéal spirituel élevé, ce qui nous soumet à lui, et le rend bien sûr inatteignable. Les idéaux, s'ils servent de moteur, peuvent être intéressants un temps, mais s'ils font office de frein et nous cassent, ils se transforment alors en croyances limitantes. Elles peuvent être dépassées en acceptant notre imperfection humaine. Nous sommes tous imparfaits. Voyez qu'il vous faut aussi lâcher la pensée. Je serai parfait dans ma pratique de libération des pensées. Par là même, nous revenons à une pratique saine, dans l'instant. Dès à présent, nous pouvons prendre conscience qu'attendre un résultat dans l'avenir est un piège. Tout est déjà là, et notre pratique se place forcément maintenant. Se libérer des pensées, c'est donc maintenant. Nous devons voir plus loin car il s'agit de vivre cela et non d'en faire un concept mental de plus. Si tout est maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer ou freiner notre vigilance, notre présence à l'instant? L'habitude et le mental. Ce qui nous bloque ou nous freine dans notre vigilance à l'instant présent, c'est l'inertie des habitudes. Force faite de mécanicité au niveau des quatre corps, ou centres, physique, sexuel, émotionnel et mental. En nous exerçant à être vigilants, nous allons nous heurter à des blocages constitués par les habitudes et les pensées amoncelées en blocs de croyances. Ces croyances sont reliées à des émotions, des schémas de réaction physiologiques et émotionnels, et même à des postures physiques, des tensions musculaires et des gestuelles. À force de réagir toujours de la même manière au fil des années, nous percevons, ou plus exactement pensons, le monde d'une certaine manière. C'est ce qu'on nomme une personnalité. Mais ce ne sont que des pensées qui engendrent tel type d'émotions, qui touchent elles-mêmes le corps physique, etc. Les chemins neuronaux sont creusés tels des sillons. Il est alors difficile de changer à tout niveau. Qu'est-ce qui fera donc la différence? La vigilance, un nouvel état d'être présent au monde. Les croyances sont des pensées que l'on a adoptées et auxquelles nous croyons dures comme fer.
elles deviennent source de souffrance en se heurtant au réel. Certaines peuvent être détectées rapidement, et d'autres, beaucoup plus profondes, ne se démontent qu'avec un travail approfondi et avec le temps. Par le biais des pensées mécaniques et répétitives, le mental maintient toutes les formes d'habitude afin que perdure l'illusion d'une sécurité par rapport au monde extérieur. Le mental, donc l'ego, recherche finalement la moindre souffrance, ce qui semble bien évident et tout à fait légitime. Démonter ces croyances demande d'observer en profondeur et d'élargir considérablement notre angle de vision. Commencez-vous à voir que dépasser les pensées, c'est en fait dépasser le moi. Derrière tous les comportements, derrière l'ensemble de ce qu'on nomme une personnalité, se tiennent en fait des pensées-croyances qui structurent toutes nos réactions, y compris nos habitudes. Pourtant, elles peuvent parfois changer complètement. N'avez-vous jamais fait ce constat sur vous-même ou sur d'autres? Nous pouvons le voir lorsque certaines personnes vivent des situations où toutes leurs croyances sont rudement mises à l'épreuve, voire explosent littéralement face à un deuil, une rupture sentimentale mal vécue, l'annonce d'une maladie incurable, un accident, etc. Alors, certains changent du tout au tout. Certaines voies spirituelles recherchent et utilisent l'effondrement de ces croyances en les provoquant par des substances hallucinogènes, des états de transe, toutes sortes d'états modifiés de conscience pour dépasser les références mentales préétablies qui bloquent la personne dans une perception donnée d'elle-même et du monde. Il faut, pour suivre ces voies, être accompagné par un maître accompli. Voilà pour les grandes lignes concernant les croyances. Mais il n'est pas dans notre propos d'aller ici plus loin sur ce thème. Ce qu'il nous faut approfondir, c'est l'autre facette. Pourquoi l'ego s'accroche-t-il aux pensées? Nous avons vu que les pensées structurent notre perception du monde et de nous-mêmes. Il nous faut voir maintenant qu'elles s'articulent de deux manières, attraction et répulsion. Il est une fonction du mental qui étiquette toute chose, les juge, imperceptiblement parfois, les classe en catégories qu'on pourra placer dans deux grandes boîtes, j'aime, je n'aime pas, ou encore source de plaisir, source de souffrance. À partir de là, le mental cherche à maintenir les habitudes et à gommer toute forme de changement qui, menant à l'inconnu, serait source de souffrance potentielle. Le mental cherche à contrôler les choses, le monde et nous-mêmes. Et s'il définit «ceci n'est pas bon pour moi, c'est source de souffrance potentielle», ou au contraire «j'ai besoin, je désire cela, c'est source de bonheur potentiel», alors sa loi est posée. Sans vigilance, vous ne remettrez pas cela en question. Toutes vos pensées-croyances seront mises en route et s'articuleront autour du mode attraction-répulsion ou, si vous préférez, saisie-rejet, j'aime, je n'aime pas. L'ensemble de ce système vise à préserver l'existence du moi. Pouvez-vous voir la limitation ici à ce point? Le monde semble alors figé au service du moi. Tout est bénédiction ou malédiction. Où est la liberté là-dedans? Le monde n'est pas figé comme veut nous le faire croire, malgré lui, dirais-je, le mental. Il n'est pas noir ou blanc. Il est tellement plus beau, plus vaste, changeant, profond, insondable même. En marchant sur la voie, nous nous rendrons compte peu à peu que le monde n'est absolument pas figé. Nos pensées, nos croyances et nos jugements sont figés, le monde non. Si en apparence, les choses, les personnes, les êtres vivants semblent changer lentement, il n'en est rien en vérité. Tout change tout le temps, nous compris. Mais le mental refuse en quelque sorte ces changements et tente par tous les moyens, par toutes les pensées-croyances sur lesquelles est fondée son existence, de maintenir l'illusion que rien ne change, que rien ne nous touche. Il tente de lisser les choses, de les gommer, ou, si cela devient insupportable, il tente de les détruire, ou bien de compenser avec des choses rassurantes, des désirs à réaliser, fussent-ils chimériques ou inutiles. Pouvez-vous calmer la soif avec du sel? Pourtant, en suivant ce processus aveuglément, nous buvons à longueur de temps de l'eau de mer. L'ego, dépendant du mental, veut croire que cela ne nous concerne pas, ce qui est lié à cette volonté du mental de nous faire croire qu'avec nos pensées, nous pouvons contrôler le monde. Un sage dicton prévient que d'un bien peut sortir un mal et d'un mal peut sortir un bien. Dès lors, pouvons-nous être sûrs du jugement que portent nos pensées sur le réel?
Imaginez un père qui a besoin de son fils unique pour moissonner sa récolte de blé bientôt arrivée à maturité. Mais celui-ci se casse une jambe, est immobilisé. Le père est face à un dilemme. Il ne peut se permettre de perdre cette récolte, mais ne peut moissonner seul, a besoin d'aide, et pas les moyens d'employer des ouvriers. De multiples pensées l'assaillent alors. Inquiétude pour la santé de son fils, recherche de solutions, contes faits et refaits, colère contre l'injustice de la vie, amplifiée par le souvenir de la douleur du deuil récent de son épouse, peur de l'avenir. Témoin des tourments de son père, le fils culpabilise de ne pouvoir lui venir en aide. Mentalement, émotionnellement et physiquement, tous deux sont affectés durement. Survient alors l'écho d'une guerre qui implique la conscription immédiate des jeunes gens et à laquelle échappe le fils du fait de sa jambe fracturée. Le père réalise alors que grâce à cette blessure, son fils ne sera pas exposé aux affres de la guerre. Dans le même temps, un jeune du village accepte de travailler à la moisson en échange de sacs de farine. La moisson aura lieu sans dépense. Voyez-vous la mise en perspective et le recul que permet cette petite histoire? Ce qu'il en ressort, premièrement, c'est que d'un événement en apparence tragique peut naître un bienfait plus grand que la difficulté précédente. L'inverse est aussi vrai car au final, le sens du courant de la vie continue inexorablement, alternant justement ces phases. La voie nous amène aussi à accepter le mystère, avancer dans l'inconnu. C'est un aspect à la profondeur insoupçonnée. C'est aussi dépasser nos pensées sur le réel pour rejoindre la vie telle qu'elle est. Qui peut donc véritablement connaître les raisons profondes de ce qui se produit? La différence principale entre un homme ordinaire et un guerrier est que ce dernier prend tout comme un défi, tandis qu'un homme ordinaire prend tout comme une bénédiction ou une malédiction. Don Juan à Castañeda, Histoire de pouvoir. La voie nous amène à constater que les pensées se glissent entre ce qui est et notre perception du réel. Nous ne voyons ainsi jamais le monde tel qu'il est, mais uniquement tel que nous l'imaginons, à travers le filtre de notre mental, plus ou moins opaque. Autrement dit, nous ne voyons pas le réel, mais ce que nous pensons de lui. Dans notre exemple précédent, le père paysan désespérait et enrageait de voir son fils blessé, incapable de moissonner avec lui. Toutes les pensées d'impuissance, de rancœur vis-à-vis du monde entier et le sentiment de son malheur en faisaient une expérience terrible pour lui. Il n'est pas question ici de juger, ni même de culpabiliser. Nous regardons simplement comment fonctionne le mental. Nous soulevons le capot du moteur et observons. Le père se sentait, comme chacun le fait naturellement, personnellement visé par la vie. Toutes ses pensées tournaient sans cesse dans son esprit. Il prenait sa situation comme une malédiction personnelle, uniquement parce qu'il croyait ce que disaient ces mêmes pensées. Puis, elles se sont brutalement inversées lorsque sa blessure a permis au fils d'échapper à la conscription. Tout cela est alors soudainement devenu une bénédiction. Vu sous cet angle, il devient clair que cet homme est le jouet de ses pensées. Ce qu'il croyait mauvais, ce qu'il pensait mauvais, est devenu bon pour lui. Quand la vie appuie d'un côté, il est malheureux. Quand la vie appuie de l'autre, il est heureux. Mais il en va de même pour chacun de nous, tant que nous croyons à ce que nous disent mécaniquement nos pensées. Où est la liberté dans cette mécanicité? La liberté est à l'intérieur de nous, dans notre façon d'être face aux événements. Croyez-vous ou non ce que disent vos pensées sur ce qui est ici et maintenant, ou pire, sur ce que réserverait l'avenir? Ce processus-là reste le même durant toute notre existence, dans un sens ou dans l'autre, selon ce qu'on nommerait la bonne ou la mauvaise fortune. Un jour, cela nous apparaît comme une malédiction, un autre comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que nous croyons au jugement de nos pensées sur le réel. Si ce paysan avait vu et accepté simplement ce qui est, sans résignation, mais simplement en faisant avec la situation, peut-être aurait-il moins, voire pas, souffert des pensées qui l'accablèrent jour après jour. Pourtant, voici ce qu'était sa réalité sur le moment. Son fils est blessé et ne peut l'aider. Rien ne pouvait faire qu'il ne soit pas blessé. Ce qui est, est. Bien sûr, il pouvait, l'un comme l'autre, tenter de trouver des solutions pour guérir sa jambe au plus vite ou embaucher d'autres gens, par exemple. C'eût été un fonctionnement logique de la pensée appliquée au concret.
Étant donné ce qui est, la jambe blessée, etc., que pouvons-nous faire maintenant? Ils ont d'ailleurs fini par le faire, mais entre-temps, une énergie considérable avait été dévorée par les émotions, les pensées troublant le corps et l'esprit, sans rien apporter de plus à la situation. C'est là que le mental, en entraînant les émotions, vole le réel et nous sert un monde plastique heureux. Et nous sommes ravis, ou malheureux, et nous sommes accablés. Il existe toujours une dualité plus ou moins marquée du j'aime ou je n'aime pas. Le mental est duel. Le réel est infinie richesse et changement permanent. Maintenant, comment intégrer cela dans notre quotidien? Nous sommes le jouet de ce balancier oscillant entre ce j'aime et ce je n'aime pas, entre ce qu'on qualifie de malheur et de bonheur, ce bonheur ne désignant évidemment pas la paix des profondeurs. C'est la pensée seule qui crée cela. À suivre ces oscillations, nous ne sommes pas dans le réel. Nous sommes même contre lui, parce qu'enfermés dans une totale subjectivité, état normal tant que nous ne sommes pas vigilants, et ne réagissons qu'en fonction de ce qui nous convient. Le paysan était accablé par cette terrible nouvelle avant de basculer dans un immense soulagement en apprenant que son fils n'était pas envoyé à la guerre, alors même que les deux événements ont la même cause apparente. Voilà le balancier bonheur-malheur, j'aime, je n'aime pas à l'œuvre, celui que nous subissons tout au long de nos existences, à moins de remettre en question nos pensées et de travailler notre vigilance à l'instant présent. Présent à nous-mêmes et au monde, dans l'instant, nous pouvons nous désidentifier des schémas qui, sans cela, nous domineraient, puisque nous y accordons foi sans même nous en rendre compte. Par la pratique de la présence, nous comprenons que, la plupart du temps, le mental se trompe complètement sur la réalité, ne voyant qu'une part déformée par le prisme du mental et de nos croyances muettes et profondes. Nous ne voyons pas la totalité de ce qui est. Pensez-vous vraiment pouvoir tout contrôler avec vos pensées? Alors que tout change tout le temps, le monde scientifique le redécouvre à travers les sciences modernes, le mental, lui, minimise les phénomènes de mutation et tente de gommer ces changements. Voici ce qu'il fait en permanence. Il compare tout à une réalité illusoire qui, selon lui, devrait être, aurait été, ou sera peut-être un jour. On peut dire alors qu'il fait du vieux avec du neuf. Et le mental n'est que le flot incessant de pensées mécaniques. Faire du vieux équivaut à habiller le changement qui, lui, est tout neuf, des vieilles interprétations sur le réel. Bien sûr, tout y passe, le beau temps, la pluie ou le voisin, ce qui donne des phrases du type «c'est toujours pareil», etc. ou «oh, il fait moche aujourd'hui». Est-ce qu'il fait moche? Moche par rapport à quoi? À un autre jour où il a fait beau? Moche par rapport à ce que nous voudrions que le temps soit? Le temps d'ailleurs peut-il être moche? En tout cas, ce ne sont là que comparaisons, soit avec le passé, qui n'existe plus, soit avec le temps qu'on désire à la place de la réalité. S'il pleut, il pleut. C'est le temps tel qu'il est. Est-ce bien? Pour certains paysans, oui, peut-être. Pour le jeune garçon qui patauge de joie dans les flaques aussi. Moins pour la femme en robe et sandales attendant à l'arrêt de bus. Tout n'est que comparaison et pensée totalement subjective sur le réel. Un jour, nous qualifierons cela de bien et de mal dans une situation à venir. C'est là un autre aspect du balancier évoqué plus haut. Soit vous êtes conscient de ces pensées, de ces jugements sur le temps, les autres, vous-même, en permanence et vivez les émotions qui y sont liées, soit vous n'en êtes pas conscient, et dès lors, vous en êtes le jouet, voire l'esclave. Si vous n'en êtes pas conscient, votre mental, en effet, y adhère automatiquement, et votre cinéma intérieur est déjà en marche. Plus ou moins subtilement, vous êtes déjà en train de penser la réalité et non plus de la vivre pleinement. Soit vous êtes pensé, soit vous êtes en présence, et dans la possibilité de ne pas suivre, de ne pas croire chaque pensée qui passe. L'enfer dans notre tête. Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Swami Prajnanpad. Esprit zen, esprit neuf, disait le maître zen Suzuki. Le neuf, c'est donc l'instant présent. Toujours neuf, car tout change tout le temps. C'est aussi la possibilité de la pensée neuve. Sachant cela, nous devons voir clairement que le mental interprète immédiatement et compare avec ce qui a déjà existé
ou ce qui pourrait exister à la place de ce qui existe réellement. En soi, ce n'est pas un problème puisque c'est ainsi que l'on peut évoluer dans le monde extérieur. Le dysfonctionnement réside dans la suprématie totale de ce mécanisme. Alors, pouvons-nous dire « stop, je ne pense plus » ? Non. Nous pouvons par contre dire « est-ce que je crois ou non à cette pensée ?» Si nous pouvions dire « oh, cette pensée est intéressante, mais n'a aucune réalité, je la laisse partir aussi vite qu'elle est venue », nous serions libres de suivre nos pensées ou non. Or, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas libre de vos pensées, car non seulement vous ne les voyez pas clairement, mais en plus, fatalement, vous y croyez. Nous y croyons tous. Tout le monde croit en ses propres pensées. Tout est là. De là naît le malin, le diable, du grec diabolos, celui qui divise, qui sépare le réel et l'imaginaire. De là naît l'enfer dans notre tête, qui peut devenir un paradis si nous découvrons l'unicité avec le réel, manifestation du tout. Comment abattre cette division qui s'édifie en nous ? En la voyant, en la questionnant, puis en relâchant la pensée pour qu'elle retourne à la vaste conscience d'où elle a émergé. Ainsi d'une émotion, issue d'une pensée qui nous a traversé l'esprit, mais à laquelle on a cru, même fugitivement. De même, nous ne connaissons véritablement une émotion ou une pensée que lorsque nous l'avons investiguée, questionnée, et que nous l'avons vue clairement, en face et en profondeur. Alors son pouvoir tombe. Dès lors que vous avez vu, comme dans notre premier exemple du serpent et de la corde, l'illusion s'effondre d'elle-même. Au début, tout cela semble une pratique difficile à concrétiser dans notre quotidien. Mais peu à peu, cela se fluidifiera et deviendra simplement une pratique d'accueil. Accueillir ce qui est, comme on le voit souvent dans nombre de voies, c'est aussi accueillir vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques. Devons-nous combattre pour nous libérer de nos pensées ? Vous n'avez pas à chercher à détruire l'illusion, cela ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas à lutter contre elle non plus, cela ne ferait que la renforcer. Il ne s'agit pas de force, mais de souplesse. Il ne s'agit pas de détruire, mais de lâcher prise pour découvrir une autre manière d'être. Questionnez votre mécanisme, vos pensées, et voyez-les en conscience, la lumière braquée sur le serpent. Ensuite, vous avez vu. Vous savez que ce n'est pas la réalité, mais seulement ce que vous pensiez de la réalité. C'est aussi ce que l'on appelle l'accepter, c'est-à-dire reconnaître ce qu'elle est. Que faire quand vous commencez à voir clairement que ce qui est reflète ce que vous pensez de manière négative la plupart du temps ? La pensée positive. Tout travail sur la pensée nous amène tôt ou tard à tendre vers la pensée positive. Même si, sur la voie spirituelle, nous allons vers un au-delà de la pensée, c'est-à-dire que nous la dépassons, cela ne nous empêche pas de travailler sur elle lorsqu'elle se révèle négative. Par le biais de la vigilance, vous pourrez peu à peu voir vos pensées à l'œuvre. Il est possible que vous remarquiez alors qu'elles sont souvent négatives, à propos de l'avenir, d'une vision présente déformée sur les gens, sur vous-même ou sur le passé. La vigilance vous offre alors une grande opportunité autant qu'un défi, transformer votre pensée négative en pensée positive. Ce n'est pas encore être libéré de la pensée, mais c'est un bon début. Ce n'est pas non plus, j'y attire votre attention, vous auto-hypnotiser avec des pensées positives répétées à longueur de journée afin de vous auto-persuader. Non, car ce système ignore les croyances profondes subconscientes, voire inconscientes, pour ne garder qu'une technique appliquée aux seules pensées de surface. La vigilance, quant à elle, vous permet de voir ici et maintenant ce qui se joue en vous, voir quelle pensée court dans votre esprit. Si celle-ci est négative, vous avez la chance de pouvoir la questionner, puis de la transformer en pensée positive. Voici un exemple. Je suis en retard pour une importante réunion. Mon patron va encore être fâché et je ne vais pas avoir d'augmentation de salaire. Qu'en savez-vous ? Est-ce la réalité ? Ou ne sont-ce que des possibilités ? Arrivé à votre bureau, vous constatez que tout le monde est en retard à cause de la même grève surprise. Et toute votre angoisse ainsi que les pensées associées s'envolent. Elles se dissipent devant le réel.
Autre possibilité, vous arrivez seul en retard, mais exceptionnellement, votre patron est absent, et c'est un ami qui se charge d'animer la réunion. Idem, toute votre angoisse ainsi que les pensées associées s'envolent. Elles se dissipent devant le réel. Voyez-vous cela? Toujours dans ce même exemple, la pensée positive pourrait être: Ok, je suis en retard. Que puis-je faire? Prendre un taxi? Continuer de garder confiance? Profiter du retard pour revoir mon projet? Je vais arriver au bureau avec plus de détermination. J'aurai plus d'arguments pour défendre mon projet. Mon augmentation aura ainsi plus de chances encore de se matérialiser, etc. Rappelez-vous notre exemple du père paysan et de son fils. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Par contre, nous pouvons affirmer que notre état d'esprit ici et maintenant dépend de nous. À quoi pensez-vous maintenant? En êtes-vous conscient? Est-ce positif ou négatif? Bien sûr, nous devons le redire, d'un certain point de vue, les pensées peuvent être pratiques et permettre l'anticipation, la planification, la réflexion, la créativité. Celles qui précèdent un acte sont, dans ce cas, fonctionnelles et naturelles. C'est là l'utilisation saine de la pensée, qui est dans ce cas un outil au service de la présence, à l'opposé des pensées qui tournent en rond mécaniquement. Cela vaut aussi pour l'imagination, la créativité. Il s'agit donc d'être vraiment vigilant. C'est une position intérieure, radicalement nouvelle. Parfois, des pensées sombres se présentent au milieu d'un flux. Soudainement, une croyance ressurgit. Si je dis ce que je pense vraiment, on ne m'aimera plus. La vie est dure. L'amour n'est pas fait pour moi, j'ai toujours échoué. Si je me montre tel que je suis, on va me rejeter. On doit souffrir pour gagner le respect au travail. Le monde extérieur est dangereux. Mes parents ne m'ont jamais aimé, etc. N'avez-vous jamais ce genre de pensée? Observez-vous et tentez de voir de plus près. Une vigilance précise et affinée doit naître en vous, car le plus souvent, nous n'avons pas conscience de ce type de pensée. Elles sont en filigrane, quasi subconscientes. Du temps et une investigation patiente sont le plus souvent nécessaires. Prenons un nouvel exemple. Imaginez que vous rencontriez une personne qui vous fait penser à quelqu'un d'autre. Instantanément, si vous n'êtes pas présent à vous-même, le mental vous la fait comparer à celle-ci et déjà le cortège d'émotions, de sensations et de pensées croyances est entré en jeu. Si vous êtes en présence, vous pouvez les laisser simplement passer. Sans vigilance, vous comparez et jugez. Et ces quelques pensées anodines vont complètement modifier votre rapport à cette personne ainsi que tout ce qui va en découler, alors que vous ne la connaissiez pas du tout. Ce qui a tout changé, c'est que vous n'avez pas vu passer ces pensées. Elles se sont emparées de vous et dès lors, vous les avez validées. D'emblée, vous êtes ou bien sur la défensive ou bien en confiance. Simplement parce que votre mental vous a fait comparer, à la vitesse de l'éclair, ce visage, telle ou telle mimique, tel ou tel parfum, ou telle attitude avec le souvenir d'une autre personne plus ou moins similaire. Les pensées se sont superposées à la réalité. Pourtant, si vous y coupez court et les laissez aller sans les retenir, vous pouvez tenter d'accueillir cette personne telle qu'elle est dans l'instant. C'est-à-dire vous ouvrir à qui elle est, car cette personne est unique, cet instant est unique, et plus jamais il ne se reproduira. Cela, le mental ne veut pas l'entendre. Accueillez vos pensées, puis laissez-les partir. De cette façon, vous pourrez accueillir cette personne. Ceci montre bien l'ampleur de l'emprise qu'a le mental sur notre perception du monde. La pratique commencera en tant que telle dès qu'on ne croira plus à toutes nos pensées et qu'on ne les prendra plus pour la réalité. Elles ne sont pas la réalité. Elles peuvent aider, mais uniquement si nous les voyons pour ce qu'elles sont, des pensées. Elles aideront si ce sont des pensées conscientes, au service d'un acte et d'un raisonnement, ou encore si elles sont véritablement créatrices. Mais si nous prenons leurs histoires pour la réalité, nous en sommes esclaves, ni plus ni moins. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'une fois la vigilance exercée sur vos pensées et vos sensations, vous pouvez faire naître en vous une grande capacité à l'intuition profonde qui jaillira alors d'elle-même. Et si vous pressentez que quelque chose n'est pas juste, vous pouvez dès lors poser un acte en conscience. À l'inverse, sans vigilance ni conscience de votre intériorité,
vous seriez soumis à votre mental qui ferait naître en vous des peurs, des attractions ou des répulsions, et vous seriez alors coupé de la réalité. Nous ne sommes qu'une partie du tout. À ce titre, nous ne pouvons avoir qu'une vision partielle du réel. De plus, notre mental fournit de manière incessante des pensées sur toute chose, tout le temps. L'erreur commune est de ne pas vivre dans le monde, mais de le penser. En découle la pensée racine de cette illusion. Nous pensons le monde à travers une illusion fondamentale, nous sommes séparés du reste du monde. Êtes-vous séparé du monde? Prenez un instant, lâchez vos pensées et examinez cela. Est-ce seulement possible? L'illusion de se croire indépendant et isolé du reste du monde est l'illusion fondamentale. On l'appelle l'ego. L'absence de réalité de l'ego. Être en paix et être vous-même, c'est-à-dire être ce que vous êtes, sont une seule et même chose. L'ego dit, peut-être à un moment donné dans l'avenir, je serai en paix. Si ceci ou cela se produit, ou si j'obtiens ceci ou cela, ou si je deviens ceci ou cela. Ou bien l'ego dit, je ne peux jamais être en paix à cause de quelque chose qui s'est produit autrefois. Si vous écoutez ce que les gens racontent, leurs histoires pourraient toutes s'intituler Pourquoi je ne peux pas être en paix maintenant? L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, c'est maintenant. Ou bien il le sait et a peur que vous le découvriez. Après tout, la paix, c'est la fin de l'ego. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. L'aspirant à la spiritualité commet très souvent l'erreur de croire qu'il doit se débarrasser de l'ego. C'est un mythe puissant dans le monde de la spiritualité, et ses conséquences sont parfois désastreuses. Ainsi, pendant des années, il peut risquer de travailler sur son ego tout en voulant se débarrasser de lui, chose qui se révélera inévitablement une impasse. Car la seule chose qu'il pourra constater si le travail est bien mené, c'est l'inconsistance réelle de l'ego. Ce « je » n'est pas celui qu'on croit. Bien sûr, nous avons tous des formes extérieures différentes, tous des « je » différents. Dans le monde manifesté, nous sommes des entités différenciées, selon nos formes corporelles, âge, sexe, culture, etc. Ainsi, ces différences extérieures renforcent le concept d'un moi séparé qui serait une entité indépendante du tout et disposant d'une volonté propre en quelque sorte non soumise aux lois du tout. Mais l'erreur se situe précisément dans le fait que ces entités sont différenciées, certes, mais non séparées. Car tout est interdépendant et interconnecté. Différencié, oui. Séparé, non. Plus encore, l'ego existe de la même manière qu'une ombre, insaisissable, inquantifiable. Il prend tout pour lui et filtre tout selon sa propre mesure qui elle-même change selon l'époque de notre existence. Toutefois, si vous vous posez cette profonde question « Qui suis-je ?», à quelle réponse arrivez-vous? De même, si vous vous posez cette autre question fondamentale « Qui serais-je sans mon histoire ?», qu'est-ce qui émerge en vous? Votre histoire est une somme de souvenirs, donc de pensées, de croyances et d'émotions enfouies et enquistées en vous, qui continuent de vivre dans l'ombre. Une blessure du passé que vous sentez encore est une émotion vivante au présent et qui perdure depuis le moment où vous l'avez vécue. Elle est simplement bloquée. C'est un conflit avec le réel encore actif, ici et maintenant, même si la blessure en question remonte à 20 ans, et cette émotion est reliée à une croyance. Alors, qui souffre? Comment notre émotion vit-elle encore après tant de temps? Observons d'abord ce qu'est ce « je ». Si vous plongez en méditation pour savoir ce qu'est l'ego, vous pourrez chercher longtemps et vous finirez par vous rendre compte de son inconsistance réelle. Pourquoi? Parce qu'il est en fait constitué d'un ensemble de pensées, de croyances que la mémoire a accumulées pour vous définir comme différent de l'autre. D'abord indépendant de votre mère, de vos parents, puis de votre famille, de votre culture, puis de tout autre extérieur à vous. Jonglant parmi les émotions, les pensées, la culture environnante, peu à peu et depuis la prime enfance, vous vous êtes défini par rapport aux autres et au monde extérieur, intégrant et faisant vôtre les jugements, remarques et perceptions d'autrui. C'est ce qu'a étudié la psychologie moderne, mais que connaissait également depuis longtemps la psychologie des anciens. Vous vous êtes construit ainsi.
Sont ensuite venus s'y mêler vos propres émotions, vos souffrances, vos jugements sur vous-même et le monde. De tout cela, vous vous êtes fait une histoire et très tôt, vous vous êtes défini comme entité séparée du reste du monde. Je n'est pas l'autre. Je est en fait complètement relié et dépendant du tout. Il est d'ailleurs primordial de reconnaître que ce processus de construction de l'ego est nécessaire au développement harmonieux d'un être humain. Il est hors de propos de remettre cela en question. Nous sommes alors en droit de nous demander pourquoi la vie aurait mis au départ un ego en place pour pouvoir ensuite nous faire découvrir son absence de consistance réelle. Simplement parce que, précisément, l'ego nous mène sur la voie. Sans lui, il n'y aurait pas de voie. Tout ceci apparaît comme un aller-retour, telle une saison succédant à une autre, telle une respiration. Notre histoire. Quel était ton visage avant que tes parents se rencontrent? Kuan Zen. Qu'est-ce donc que notre histoire? Votre histoire est un croisement incessant avec l'histoire des autres. Ce je, l'ego, n'est pas indépendant du tout. C'est l'illusion d'une vague qui, faute d'une vision plus large de la réalité, pourrait dire « je suis libre et indépendante de l'océan ». Ce n'est pas plus vrai que cela. Mais il nous faut aller avec et non contre. C'est là que se construit la confiance en soi, saine estime de soi qui, en s'approfondissant, devient confiance en la vie. Vous êtes une forme différenciée, c'est un fait. Même l'être humain spirituellement réalisé l'est. Il naît, grandit, mûrit, puis meurt. Mais aucune chose du monde manifesté n'est séparée. Toutes choses sont interdépendantes, des soleils à vos cellules, des atomes aux galaxies. Mais l'homme, lui, prétend qu'il est indépendant et séparé. La racine en est la pensée. Je suis une entité indépendante du tout. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas liés non plus aux causes simultanées de toutes les autres formes de vie. Est-ce vrai? Est-ce seulement possible? L'ego, le moi qui se croit séparé et indépendant, passe pourtant son existence entière à interagir avec le monde, avec autrui, le vent, les animaux, les insectes, avec toute chose. L'ego, utile pour définir que je suis cette entité différenciée, devient problématique lorsqu'il prend toute la place et que toutes les pensées tournent autour de lui et du maintien de son existence contre le reste, le tout dans l'illusion d'une perception du réel décrite dans le chapitre précédent. Ce monde de pensée n'existe que dans chacune des têtes de ces formes, les « je », qui se croient coupées et indépendantes les unes des autres. L'ego est donc différencié, mais absolument pas indépendant, ni coupé du reste du monde manifesté. C'est là une illusion profonde. Car il n'existe pas plus que la vague qui se dirait « Non, moi je suis libre de l'océan, libre de monter en grosse vague ou de descendre en creux à mon propre gré. Je veux être en pleine tempête, alors que le reste des vagues est calme. » Est-ce possible? Non. La vague est une partie de l'océan. Elle y est incluse et vibre avec l'ensemble. Mais l'illusion due à l'amplitude de l'océan, ou à l'inverse, l'illusion due au regard limité de la vague, fait qu'elle se croit libre. Elle ne perçoit qu'une partie si petite du tout qu'elle s'en croit indépendante. Elle le perçoit, mais plus que tout, elle croit à la pensée qui lui dit cela. Pour elle, cette pensée est une certitude indiscutable. Seule la perception pure et directe du contact et de l'interdépendance avec l'océan fera tomber l'illusion de l'indépendance de la vague. Voilà pourquoi toute spiritualité authentique invite à s'en remettre à plus grand que soi. Car le plus grand que soi remet les choses à leur place et nous invite à nous incliner devant le réel, la manifestation que nous percevons du tout. Dès lors, l'ego, la pensée « je » peut se cabrer. Il peut nous servir ce type de pensée. Quoi? S'incliner? Certainement pas. Mais il n'est question ni de faiblesse, ni de résignation. C'est là un énorme malentendu. Il est question de liberté intérieure. La seule réelle liberté. À nouveau, il ne s'agit nullement d'une résignation morbide, mais d'une vision du réel. Voir, et non plus penser, est la simple vision de l'évidence de ce qui est. Accepter pleinement d'être des entités différenciées mais interdépendantes en tout permet de voir clairement ce qui en découle.
car telle la vague, nous sommes tous parcourus par le même courant, la vie. Dans l'immédiat, simultanément et à chaque instant, le présent souffle sur toute chose du monde manifestée. Cette vie passe à travers nous à la naissance et jusqu'à la mort, et même avant et après. Cette force de vie est présente tout le temps en toute chose, bien au-delà de la pensée. Cette prise de conscience émerge lorsque l'on se libère peu à peu de la pensée, et d'autant plus lorsqu'on observe clairement que la pensée « je » est insaisissable. Il importe alors, tout à fait paradoxalement, de ne plus nier la réalité profonde que l'ego n'est pas ce qu'il paraît et de reconnaître son caractère sacré puisqu'il est relié intimement au tout. Nous passons par l'ego pour dépasser l'ego. C'est l'art d'être avec. Moins nous pensons, plus nous sommes. Alors, qui est je? Qui sommes-nous vraiment? L'ego et les pensées. Si l'ego est une forme d'illusion, il en découle que toutes les pensées tournant autour de son existence sont aussi des formes d'illusion. En vérité, vous n'êtes pas vos pensées, et ce n'est pas vous qui les produisez. Vous n'êtes pas l'auteur des pensées qui traversent votre esprit. Par contre, puisque ce qui est, faisons avec. À nouveau, il n'est jamais question d'exclure quoi que ce soit sur la voie, a fortiori l'ego et le mental. L'ego et le mental sont là, et, illusion ou pas, nous devons faire avec et non contre. Comme nous l'avons vu, il se peut que vous croyiez à vos pensées, vous identifiant à elles. Et c'est cela le plus important. Si vous y croyez, elles peuvent peu à peu devenir des croyances. Et ces croyances forment des habitudes, des caractères, des façons de voir le monde et d'appréhender autrui. Selon les pensées auxquelles vous croyez, celui que vous nommez « je » aura une manière d'être particulière en relation avec autrui, impliquant une certaine coloration émotionnelle en fonction de ce qu'elles sont. Si vous voyez cela clairement, vous pouvez approfondir. Quel est votre rapport à vos pensées? Est-ce que vous les niez? Est-ce qu'elles vous sont agréables, désagréables? Cela demande de la vigilance, mais plus encore, de l'ouverture à votre imperfection, car vous êtes simplement humain. Tout cela nous mène à un paradoxe que nous croisons souvent, passer par l'ego pour dépasser l'ego, passer par le mental pour dépasser le mental. Accueillir avec la plus grande bienveillance votre humanité, donc votre mental. Aimez-vous vous-même. C'est l'exact opposé de l'égocentrisme, et c'est ainsi que l'ego finit par se fondre dans l'océan d'amour. Si vous ne vous accueillez pas vous-même, comment espérer accueillir le réel, ou vos pensées, ou encore autrui? Ainsi, quelles que soient les pensées, pouvez-vous les accueillir? Voilà ce qui compte. Pouvez-vous les questionner, les mettre en doute? Car, ce faisant, vous entrez en amitié avec vous-même et pouvez retrouver la paix des profondeurs, au-delà des pensées qui font obstacle. Si vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées, demandez-vous, qui voit ces pensées? Qui est l'observateur des pensées qui traversent votre esprit? La conscience. Soyez précis et patient autant que bienveillant. Procédez étape par étape dans la vision de vos pensées et voyez votre refus. Goûtez-le, accueillez-le et surtout, libérez-le. Laissez passer le flot des pensées, laissez-les vous traverser. Vous êtes là, au cœur du processus de transformation. Vos pensées sur le monde sont très souvent bien plus dures que le réel, mais ce sont les vôtres. Ou plus exactement, ce sont les pensées qui tournent dans votre esprit et auxquelles vous croyez. Lorsque vous cessez d'y croire parce que vous les avez vues en face, leur effet sur vous et sur votre perception du monde s'efface. Les pensées, sources de souffrance, passeront peut-être à travers votre esprit, mais vous ne les retiendrez plus car vous n'y croirez plus. Votre moi croit à toutes les pensées-croyances. Mais si vous remettez en question ces pensées en vous demandant si elles sont vraies, qu'en émerge-t-il? Qui seriez-vous sans ces pensées? Qui seriez-vous sans votre histoire, sans vos douleurs et blessures passées? Êtes-vous ce flot de pensées partant dans un sens le matin et dans un autre le soir? Au final, êtes-vous vraiment qui vous croyez être? Le désir impossible à réaliser. Voyons maintenant les pensées liées au désir de faire telle ou telle chose, car bien entendu, les désirs du petit moi vont continuer à se présenter à vous.
C'est tout à fait normal puisque nous sommes incarnés. Cependant, dans votre pratique, vous pouvez vous retrouver parfois face à un mur de refus pour lâcher une pensée. On peut distinguer 3 catégories de désirs. Le désir chimérique, le désir réalisable et le désir faussement réalisable. C'est ce dernier qui causera le plus de soucis. D'abord, voyons le premier, le désir chimérique. Vous avez une pensée d'un désir à réaliser. Laissons de côté l'émotion pour ne nous consacrer qu'à la pensée, c'est-à-dire à la racine même de l'émotion. Face à un désir fort qui monte et s'installe en nous, demandons-nous s'il peut se réaliser. Non pas s'il est réalisable dans le futur, mais plutôt s'il est cohérent. C'est la première question à nous poser. Par exemple, si vous souhaitez être millionnaire d'ici demain midi, je vous dirais que c'est tout à fait irréalisable. C'est donc une chimère et vous devriez pouvoir vous défaire de cette pensée. Par contre, si vous le projetez sur les 15 prochaines années, cela reste du domaine du possible. Maintenant, la deuxième question, demandez-vous si c'est juste. Non pas sur le plan moral, bien que cela soit important, mais juste par rapport à vous-même, à votre intériorité. Partant du principe que vous restez bienveillant envers le monde et vous-même, ce désir, cette pensée sont-ils justes? Est-ce vraiment ce que vous souhaitez dans la profondeur de votre être, ou est-ce une simple lubie de passage? À nouveau, la vigilance, la présence à vous-même peuvent vous aider à identifier si c'est la profondeur de votre être qui s'exprime par un désir fort ou si ce ne sont que pensées superficielles. Ensuite, vient la troisième catégorie, celle qui va engendrer le plus de complexité, les désirs impossibles à réaliser. Les pensées, comme nous l'avons vu, sont soit tournées vers le passé, si j'avais pu, si ça avait été ainsi, etc., soit vers un présent qui serait autre que ce qu'il est. J'aimerais que ce soit comme ça. Quoi? Mais c'est impossible, ça ne peut pas être vrai, etc. Elles peuvent en troisième lieu être tournées vers un avenir possible. Il faudrait que ce soit ainsi. J'ai peur que ce soit comme ça plus tard, etc. Dans les 3 cas, l'usage de la pensée renforce l'illusion pour 2 raisons cruciales. Ces pensées sont tournées vers un temps où il est impossible d'être. Nous ne pouvons pas être dans le passé, c'est impossible. Nous ne pouvons pas non plus être dans l'avenir. Nous ne vivons toujours que dans l'instant présent, sans aucune autre possibilité. Ces pensées tournent autour du fait que vous êtes une entité coupée et indépendante du reste du monde manifesté. Or, c'est une illusion. Ces 2 raisons combinées font que tout un chacun croit que les choses lui arrivent à lui de manière personnelle, alors qu'en vérité, ça arrive. Bien sûr, vous n'êtes pas votre voisin, vous êtes vous. Mais lorsque les choses surviennent, si vous parvenez à prendre du recul, pouvez-vous observer que vous n'êtes qu'une part infime d'une immense toile qui dépasse ce que vous pouvez comprendre? Toutefois, si nous laissons de côté le fait que ça nous arrive pour simplement voir ce qui est arrivé, pouvons-nous répondre de manière plus adéquate en prenant juste un peu de recul? Certainement, d'autant qu'en vous exerçant à cela, vous remarquerez très vite que ce que nous pensons nous arriver à nous touche en fait de nombreuses autres personnes. Vous rappelez-vous l'histoire du père affligé par la blessure à la jambe de son fils? Il prenait cela très personnellement. Or, en prenant du recul, on voit que c'est un grand nombre de facteurs imbriqués qui ont concouru aux événements vécus par tous. Il aurait d'abord pu travailler sur ses pensées pour les transformer de façon positive. Ensuite, il pouvait s'exercer à lâcher prise, à passer au-delà du moi, passer au-delà des pensées. C'était faire acte de foi, de confiance en la vie. Si vos pensées sur le réel sont presque tout le temps fausses, pouvez-vous demeurer confiant? Continuons de voir ce qui peut déranger notre pratique lorsqu'un désir ne peut être comblé et pourquoi la pensée se confronte au réel. Un autre trait du désir impossible à réaliser, imaginé par le mental, est de vouloir autre chose, appartenant souvent à un passé regretté, à la place de ce qui est déjà là. Or, 2 choses ne peuvent occuper le même espace. Reprenons l'exemple. Le père croit à la pensée. La jambe de mon fils ne devrait pas être cassée et il devrait pouvoir m'aider. Cette pensée a traversé son esprit et a retenu son attention. Il y a cru. Et cela a suscité chez lui une émotion et sans doute d'autres pensées, du type « cela m'arrive toujours à moi »
Nous sommes malheureux dans la famille, le mauvais sort s'acharne, etc. Penser « elle ne devrait pas être cassée » n'a pas de sens. Nous parlons bien du refus de ce qui est, ce qui n'empêche en rien de tout faire pour que la jambe guérisse, bien entendu. Tout cela n'a rien de personnel. Et nous pouvons même le vérifier car la suite des événements, accueillie comme une bénédiction pour son fils et lui, n'a rien de personnel non plus. La souffrance de cet homme est liée au fait qu'il refuse ce qui est et qu'il veut autre chose, une jambe saine, à la place de ce qui est, une jambe cassée. Cette pensée est tournée vers le passé. Le désir d'une jambe saine à la place d'une jambe blessée est donc impossible à réaliser. Une souffrance irréductible demeure tant qu'on reste fixé sur une impossibilité. Les pensées tournées vers une réalité impossible, le passé, le présent irréel ou l'avenir imaginé, produisent un désir impossible à réaliser dans l'instant. La seule chose à faire est de penser avec cette ouverture, étant donné ce qui est là, que puis-je faire dans l'instant pour la suite? Cette pensée-là est alors utile et saine. Elle l'est d'autant plus lorsque, sans vous obnubiler sur elle, vous ne la considérez que comme un simple conducteur vecteur faisant partie de l'ensemble. Vous êtes la vague dans l'océan, la partie insérée dans le mouvement irrépressible du grand tout. Avec ce point de vue, vous vous mettez au service de la totalité, tout en respectant la partie infime que vous êtes. D'ailleurs, cela se fait de soi-même. L'ego, en tant que partie, est alors à sa place et ne se prend plus pour le roi. Il est un serviteur du tout et, en tant que partie, joue son rôle. À nouveau, voici la phrase qui peut vous transformer. Ici et maintenant, étant donné ce qui est, que puis-je faire? Bien sûr, si la souffrance est là, il est nécessaire de ne pas la nier, car c'est aussi ce qui est. Il s'agit donc de pratiquer en même temps l'accueil de la souffrance, émotions, ressentis, etc., et le constat de la demande impossible. Ainsi, de jour en jour, il se cultive en vous une sorte de bienveillance. Tout ceci implique de voir ce qui est, d'être vigilant, ouvert et d'accepter autant votre intériorité, émotions, pensées, troubles, que ce qui se trouve à l'extérieur. Ceci constitue une part importante de la voie. À partir de là, toute chose peut vous faire progresser dans l'ouverture du cœur, l'accueil de ce qui est et approfondir votre compréhension de la voie. La paix intérieure se révélera peu à peu. Les voiles recouvrant la paix toujours présente en vous se dissiperont. Au lieu de projeter des regrets ou des craintes de l'avenir, la pensée peut se mettre au service du réel et, par là même, devenir utile dans le sens où l'intelligence propose un acte ou un lâcher-prise en fonction de ce qui est et non plus en fonction d'une impossibilité, ce qui aurait dû être, devrait être. Une pensée rafraîchie se fait jour. En conclusion, si la pensée « moi » se projette vers le passé, le présent ou l'avenir imaginé, les illusions combinées fabriquent un monde d'une totale irréalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est traditionnellement dit que nous ne sommes prisonniers que d'une chose, nos pensées. Vous noterez qu'il n'est pas question de l'ego, mais des pensées, car la racine de l'illusion est une pensée. Je suis une entité séparée du tout. La vague est-elle séparée de l'océan? Pourtant, l'ego affirme exactement cette absurdité à chaque instant. Il l'affirme à travers une autre illusion, le temps psychologique. Voilà qui nous amène au sujet suivant, l'illusion du temps. Le moment présent. Lorsque votre attention est dirigée vers l'intérieur, que vous sentez votre corps énergétique et désengagez votre attention du mental, vous retrouvez immédiatement le calme et la présence. Si la situation exige une réaction, celle-ci émanera d'une source plus profonde. Tout comme le soleil brille infiniment plus que la flamme d'une bougie, il y a infiniment plus d'intelligence dans l'être que dans votre tête. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Perception de l'illusion partagée du temps. L'humanité partage l'illusion du temps horloge, illusion ô combien pratique. C'est ce qui nous permet de fonctionner dans le monde manifesté pour nous rencontrer, partager du temps, projeter dans un avenir, imaginer collectivement, un rendez-vous, prévoir des vacances, etc.
Et tout cela grâce à des pensées transformées en actes. Où que ce soit sur la surface du globe, l'humain fonctionne au travers de ce temps horloge. Pourtant, cette illusion est déjà en elle-même bien relative, puisqu'au moment et à l'endroit où vous lisez ces mots, ce temps est différent ailleurs sur la planète. Mais il existe une autre forme d'illusion du temps, le temps intérieur subjectif, le temps psychologique. Il est produit et entretenu par les pensées projetées dans un temps imaginaire, le passé ou le futur. Le flot incessant des pensées tournant dans le mental construit l'illusion d'un mouvement qui s'écoulerait vers l'avenir. Mais cet avenir n'existe pas dans le présent. La seule réalité qui existe vraiment est l'instant. Ce processus d'engendrement des pensées se fait, répétons-le, mécaniquement, sans qu'on en ait véritablement conscience. Il se projette dans un sens ou l'autre du temps et nous exile de l'instant, puisque nous ne le vivons pas, mais le pensons. C'est pourquoi certaines pratiques spirituelles insistent tant sur le retour à la sensation du corps, pour revenir à l'instant présent. La sensation ancrée dans le corps éteint la pensée. Dès lors, nous sommes en conscience et plongeons dans l'instant tel qu'il est, ici et maintenant. Sans cela, nous restons trop dans le mental, sans choix véritable, hypnotisés par le flot continuel des pensées. Si nous avions le choix, cela ne poserait pas de problème. Mais nous n'avons pas le choix, jouet de nos pensées et des émotions qui en découlent. Comment faire alors pour en sortir? Comment vivre l'instant tout en continuant d'utiliser la pensée sans en être victime? Une seule issue, la vigilance et la conscience qui l'accompagnent. Quand pouvons-nous être vigilants? Maintenant. Être dans ce qu'on appellera le présent déjà là. Le présent déjà là. Lorsque nous entrons de plein pied dans l'instant, se produit un phénomène qui nous le fait goûter. Nous vivons alors intégralement ce qui se passe en nous, sensations, émotions, pensées, et autour de nous. D'un certain point de vue, nous pourrions prétendre que cela renforce l'idée que nous sommes indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Mais il n'en est rien. Au contraire, nous percevons en fait, de manière aiguë, à quel point tout est lié. De cette plongée dans l'instant découle la prise de conscience que ce présent n'est pas un segment du temps que l'on pourrait nommer présent, mais un temps déjà là. Ici et maintenant, le monde est là, déjà lui-même. Et en d'autres termes, ce qui est déjà. Le moment présent n'est pas quantifiable. Il ne se pense pas, mais se vit. Ce n'est pas véritablement un fragment de temps délimité dans lequel nous pourrions nous insérer. C'est plutôt un flux dans lequel nous pouvons nous baigner et que nous pourrions appeler présence, sous-entendu, présence dynamique. Nous passons alors du flux des pensées au flux de la vie elle-même. Nous avons déjà brièvement abordé ce point, mais il est important de l'approfondir. Quand nous sommes présents, c'est-à-dire moins dans les pensées du mental et plus dans le vécu de l'instant, l'ego et les pensées s'estompent. Le monde manifesté est perçu comme étant spontanément déjà là. Ce n'est plus l'instant présent qualifié ainsi par le mental, mais le présent déjà là, car tout est déjà là. C'est une nuance cruciale. Ce n'est plus un concept mental de plus, mais un état d'être. Et dans cette perception, le constat est net. Ce qui est déjà là. En d'autres termes, en voyant le présent déjà là, en l'accueillant, le mental et l'ego s'effacent, au moins momentanément. Ne demande point que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Épictète. Voyons concrètement quelle en est l'application quotidienne possible. Vous pouvez faire l'exercice suivant. Pouvez-vous empêcher dans l'immédiat que l'instant soit ce qu'il est? Non, il est ce qu'il est. Le présent est. Il est déjà là, sous vos yeux. Faites l'exercice. Asseyez-vous au calme. Respirez calmement et observez autour de vous. Voyez le réel spontanément présent autour. Rien ne peut faire qu'il soit autrement dans l'instant. L'instant présent est spontanément existant, partout, ici et maintenant, à chaque instant. Être inséré dans l'instant présent,
c'est constater que nous sommes une part d'une réalité qui nous dépasse complètement. Vous constaterez qu'il se produit alors une trouée au sein même des pensées. Pouvez-vous voir qu'un espace se produit entre les pensées? En nous libérant des pensées, nous pouvons voir qu'à chaque instant du déjà là, la vie nous place dans un théâtre universel et nous demande de jouer notre rôle. Retournons à la simplicité. Comme un musicien, nous n'avons pas écrit notre partition, nous ne sommes pas chefs d'orchestre, et chaque note se joue uniquement dans le présent. La naissance et la mort marqueront le début et la fin de notre partition unique. Nous avons donc simplement à être des conducteurs de ce flux de vie qui nous traverse et dont nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne pouvons goûter cela qu'en remettant en question la validité prétendue de nos pensées et en goûtant nos émotions sans les nier. Cela indique que vivre à partir de cette ouverture à l'instant demande vigilance, mais aussi une forme de courage pour vivre pleinement nos existences avec tout ce qu'elles peuvent comporter. En faisant feu de tout bois, grâce à la richesse même de la vie, nous devenons chaque jour plus ouverts et plus profonds intérieurement. En observant nos pensées et en ne suivant plus leur monde imaginaire, nous entrons dans le monde tel qu'il est, changeant, fluide, sans cesse nouveau. Quelle est la réalité de ce qui est dans l'instant? Chaque cause est la conséquence d'une autre. Tout est en interaction permanente avec tout. Ainsi, notre propre partition participe d'une symphonie si vaste que l'esprit humain ne peut la concevoir. Le tout ne peut être perçu par la partie, c'est simplement impossible. Alors, revenons à l'extrême simplicité de vivre ici. Afin de revenir au réel, je propose souvent de poser cette question: quelle est la réalité de ce qui est, dans l'instant? Que me demande la vie par l'intermédiaire des situations ou des personnes? Penser cela, est-ce vrai? Est-ce possible? Relié au réel? Fais-je de mon mieux pour voir le réel tel quel? Travailler sur nos pensées pour les laisser partir et nous en libérer nous rend libres de voir ce qui est. Nous jouons notre rôle, bien sûr, mais sans y être attachés. Nous répondons de manière plus fluide à ce que nous demande la vie. Depuis cette perspective infiniment plus vaste, la compassion vis-à-vis de l'autre et de nous-mêmes naît spontanément. Et les questions «pourquoi?», «dans quel but?», se noient dans le mystère, car nul n'a de réponse à cela. La vague demande-t-elle à l'océan «pourquoi?», «pourquoi suis-je une vague?», «où vas-tu, vaste océan?». La fraction qu'est l'ego ne peut répondre aux questions du sens de la totalité. Où pouvons-nous aller? Pourquoi vivre? Ces questions sont laissées de côté, non pas par abandon morbide, mais simplement parce que la réponse n'est pas du niveau de la question. Quel est le goût de la fraise? Le savez-vous avant de l'avoir goûté? L'expliquer ne changera rien et ne remplace aucunement l'expérience. Les mots qui sont reliés à la pensée ont leur importance, mais deviennent aussi des pièges lorsqu'ils la remplacent. La fin du mental, c'est la fin du pourquoi métaphysique. C'est la naissance d'un abandon au réel, d'un relâchement dans le flot de la vie. Est-il possible d'avoir une réponse au mystère insondable du monde? Voulez-vous continuer à vous en protéger? Ou voulez-vous plonger et commencer à nager dans cet océan? La voix nous invite à nous laisser parcourir par le souffle de la vie et jouer notre rôle dans l'espace-temps qui nous est imparti. Nous sommes dès lors vibrants de vie. Nous vivons pleinement, y compris une vie active pleine autant que des temps calmes. Nous pensons de moins en moins notre existence pour de plus en plus la vivre. Et si parfois la vie, dans l'instant, nous demande une réponse forte, directe et sans détour, alors nous la donnons. Afin de ne pas nous perdre dans des détails que pourrait nous proposer encore le mental, tranchez directement dans votre illusion, et si vous êtes un peu confus, revenez à la sensation du corps et respirez simplement. Puis, posez cette question, qui est toujours un magnifique support. Dans l'instant, étant donné ce qui est, que me demande la vie? Que puis-je faire pour l'instant qui suit?
la réponse sera inévitablement accueillie dans l'instant qui suit et sera de nouveau le présent déjà là. Le présent est comme un socle. Lorsque vous intégrez le moment présent, vous pouvez ressentir que ce déjà là lui-même vous accueille. Le présent est toujours là. Quoi que vous fassiez, que vous restiez des jours entiers uniquement dans votre mental, exilé de l'instant réel, si vous revenez à l'instant présent, il est là. Le présent déjà là vous accueille. Le présent est comme un socle, une terre qui vous porte, un souffle qui vous traverse. Cela est extrêmement rassurant d'un certain point de vue. Quoi qu'il se produise, le présent est là et vous pouvez prendre appui sur lui. Tel événement semble une difficulté, une souffrance? Peut-être, mais c'est néanmoins votre point de départ. C'est là votre support et le point d'appui pour la suite. En vérité, ce déjà-là est un réel tout compatissant. Nous n'avons pas à faire lorsque nous revenons à lui, mais simplement à être. Une fois que nous sommes libérés de la pensée, l'action prend place naturellement si elle doit être faite. Rien n'est fait prématurément. La naissance de l'émotion. Dans notre vécu de ce présent, nous pouvons faire l'expérience de l'émotion d'une manière toute nouvelle. L'émotion peut être en elle-même le facteur déclencheur d'une hausse de vigilance. En effet, imaginons que vous n'êtes pas très vigilant à un moment donné de votre quotidien et qu'il se produise un événement qui vous touche. L'émotion se lève en vous, et alors, au lieu de vous laisser emporter, vous pouvez revenir à l'instant présent avec une hausse de vigilance et vous servir précisément de cette émotion pour approfondir votre présence. Cela change tout. Car au lieu de prendre l'émotion comme faisant obstacle à votre paix, à votre vigilance, vous la prenez comme un signal, vous indiquant que vous avez quitté la réalité et votre accueil de ce qui est, pour plonger dans un refus du réel. L'émotion, la souffrance, même la petite souffrance, vous indique qu'une pensée a traversé votre esprit, que vous y avez cru. Celle-ci, sans avoir été remise en question, a provoqué une émotion. L'émotion est toujours précédée d'une pensée. Toujours, même si vous ne la voyez pas. Voilà une autre raison pour questionner vos pensées. Mais pour les questionner, il faut les voir en face, en prendre conscience, puis les laisser partir une fois que vous avez clairement compris l'inutilité d'y croire. La vigilance, l'ancrage au corps et à la sensation d'être ici et maintenant demeurent les pierres angulaires de la pratique. La pensée, l'émotion et le corps. L'émotion naît lorsque vous refusez que ce qui est soit dans l'instant. Vous voulez, ou plutôt la pensée à laquelle vous croyez, veut autre chose à la place de ce qui est. Or, cette place-là est déjà prise par le réel. En résumé, le conflit se joue parce qu'une pensée vient se calquer sur le réel. Elle le déforme, voire le nie. Votre imaginaire créé par la pensée et le réel s'affrontent et engendrent un refus. De ce refus découle l'émotion. Il y a friction. Mais par-dessus ce premier refus peut se glisser un second, celui de votre émotion. C'est pourquoi il est difficile au début de dénouer et d'accueillir tout cela. Simplement parce qu'il demeure en nous de multiples strates d'émotions, de refus, de croyances accumulées. Soyez donc bienveillant sur votre chemin, tout en restant fidèle à votre ressenti, dans le respect du réel. S'il y a d'abord refus, l'instant qui suit peut changer cela. Mais l'instant présent, lui, est, rappelez-vous, déjà là. Nous ne pouvons agir que dans le passage du flux de la présence. L'action éveillée se situe là. La superposition du mental au réel a d'autres conséquences que la simple émotion. Elle entraîne avec elle les trois corps, ou centres, physique, émotionnel et mental. Si bien que le corps, lui, croit à cette pensée et la prend pour le réel. Une sensation physique naît en répercussion, faisant écho au corps émotionnel. C'est là un point capital. Prenons un exemple simple, mais qui illustre très bien cela. Si je vous dis par exemple « Attention, il y a un serpent derrière vous », et que vous y croyez, vous aurez peur. Pourtant, il n'y a pas de serpent derrière vous. Ce qui s'est passé est simple. Premièrement, vous avez cru à la pensée,
Deuxièmement, la friction avec le réel a déclenché une émotion, la peur en l'occurrence. Troisièmement, votre corps y réagit en envoyant immédiatement les hormones, adrénaline, etc., créant la tension nerveuse, les contractions musculaires, etc. Voilà la réaction en chaîne qui, bien sûr, se poursuit. Le stress créé génère ensuite l'activation de mémoires émotionnelles enquistées, qui, à leur tour, font naître d'autres pensées, entraînant de nouvelles émotions, etc. Mais revenons à la base, à la première pensée, il y a un serpent derrière moi. En vérité, pour être exact, ce n'est pas moi que vous croiriez, mais la pensée qui aura traversé votre esprit et qu'à défaut de questionner, vous prendrez pour la réalité. Vous vous auto-validez. En un éclair, vous validez le fait qu'il y a un serpent. C'est ainsi que vous croyez à votre pensée, et le corps croit à cette pensée parce que pour lui, votre perception est le réel, même si ce n'est pas le cas. Ce processus est lié au réflexe de survie naturelle, bien entendu. Vous êtes un espace d'accueil. Une autre découverte de taille accompagne tout cela. Vous avez un espace d'accueil pour vivre et laisser partir l'émotion. En fait, ce n'est pas un espace que vous avez, mais un espace que vous êtes. Nous l'avons vu plus haut. Lorsque vous commencez à lâcher vos pensées, à ne plus y croire systématiquement, il se produit tôt ou tard un espace entre vos pensées. Vous pouvez alors voir l'espace d'accueil qu'est la conscience. Vous êtes la conscience, la paix des profondeurs. Vous êtes déjà cela. Ce n'est pas quelque chose que vous construisez, c'est quelque chose qui se révèle à vous. Constat important, parce qu'il implique que ce n'est évidemment pas l'ego qui accueille l'émotion, il en est incapable, non, c'est l'espace, ou la conscience si vous préférez. En vérité, l'émotion, comme les pensées, naissent et meurent au sein même du champ de conscience. C'est la vision étriquée et identifiée du mental qui fait croire que l'émotion est une chose extérieure qu'il nous faudra contrôler, étiqueter et nier ou pas. La pratique d'ouverture et d'accueil décrite plus haut va de pair avec le processus de désidentification. En d'autres termes, l'ego est identifié, la conscience est l'accueil. Mais tout cela reste de la théorie et il n'existe qu'un seul moyen de découvrir ce qu'il en est vraiment. Plonger dans l'émotion, la goûter, la reconnaître et la laisser partir. Cela signifie aussi rester connecté à la sensation du corps, pleinement en conscience. Soyez attentifs pour aller plus loin encore. Vous êtes un espace d'accueil, certes, mais non un espace de recueil. Vous accueillez, oui, mais vous laissez partir aussi. Ne retenez ni vos émotions, ni vos pensées. Rassurez-vous, vous n'allez pas devenir insensible, bien au contraire. Vous allez devenir ce que vous êtes déjà, vaste. C'est-à-dire pouvoir vivre pleinement tout ce qui est en vous-même et en dehors de vous-même. Ensuite, lorsque votre pratique d'ouverture et de vigilance s'affine, vous pouvez voir que l'émotion débute souvent de manière beaucoup plus subtile et bien plus tôt que ce que vous pouviez percevoir auparavant. Si l'on imagine l'émotion comme une vague qui débute toute petite pour croître, vous percevez le moment où l'émotion naît. Vous sentez l'amorce de la vague. Votre pratique s'affine. Vous devenez plus ouvert, plus perceptif au niveau physique, émotionnel et mental. Vivre ainsi l'émotion vous apporte une nouvelle intelligence émotionnelle. Le processus alchimique qui transforme l'énergie brute de l'émotion vous mène aux portes d'un sentiment plus vaste et plus stable. Mais cela reste aussi très organique, car nous sommes incarnés. Cela vous ouvre les portes d'une cohérence physique, sexuelle, émotionnelle et mentale nouvelle. Bien sûr, rien n'est parfait, et vous ne serez jamais parfait. Mais le fonctionnement même de votre rapport au monde change bel et bien en profondeur. Il se peut même qu'avec le temps, vous découvriez que votre pratique devient d'elle-même intelligente, fine, comme ayant sa vie propre. Ce n'est plus une pratique, mais simplement une intelligence de vie qui n'est pas à vous, mais qui œuvre en vous. Accueillir est une position intérieure signant le dépassement du mental et de l'ego. Accueillir et laisser partir est un acte d'ouverture. Cependant,
On ne peut accepter pour s'en libérer que ce que l'on reconnaît en face. Ainsi, on accepte et on dépasse une peur d'autant plus qu'on la connaît vraiment. Et si le mental regimbe, c'est parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle. Il préfère les habitudes, le connu, le train-train. Affronter sa peur, c'est faire face à la peur du changement, la perte du contrôle. Cela impliquerait que vous commenciez à lâcher prise et à aller avec le mouvement de la vie plutôt que contre lui. Toutefois, soyons encore plus précis. Affronter ne doit pas impliquer le combat, mais au contraire, le non-combat. De la même manière qu'un grand maître d'arts martiaux n'a pas besoin de se confronter à l'autre pour vaincre. Son non-agir ou son acte sur fond de lâcher-prise sera sa victoire. Sa souplesse, le fait d'épouser la force de l'adversaire, lui apporteront le triomphe sans combat. Voilà où nous diriger. Faire avec tout ce qui est. Faire feu de tout bois, avec les émotions, avec les défis, avec les croyances, avec les pensées. L'inévitable changement. Faire avec ce qui est, c'est revenir à la simplicité. Lâcher toute prétention, y compris la plus subtile, la prétention du chercheur spirituel ou du soi-disant bon disciple. Lâcher cela, c'est aussi ce qui permet de revenir à ce qui est. Tout ce qui est et non pas ce que l'on croit qui est. Et cet ensemble inclut le changement incessant. Danse silencieuse et permanente du réel qui se vit jusque dans le corps. Depuis le balancier des saisons jusqu'à vos humeurs du matin et du soir, d'avant et après ce coup de fil, d'avant et après ce mal de ventre. Depuis le constat des variations de vos pensées jusqu'à l'indicible paix des profondeurs. Faire un avec ce qui est. Voilà la possibilité d'une vie complète, car pleinement vécue. Le changement est inévitable, à tous les niveaux, et vous le sentez. Au fond de nous, chacun le sait, mais de façon inconsciente, sinon notre attitude serait bien différente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le changement bouscule tout, surtout l'ego et le mental qui résistent au changement profond. L'ego souhaite tout contrôler, il déteste le changement, mais par-dessus tout, il craint, vous craignez, de souffrir. Vous pensez que vous allez souffrir. Il importe là d'accueillir l'envie de rejeter notre ombre, d'accueillir notre propre imperfection. Accueillir notre pensée, ici, simplement, et la relâcher. C'est paisible et tout à fait simple en fait, le voyez-vous? Si vous faites preuve de vigilance, vous pouvez voir les peurs plus clairement. À partir de là, vous êtes avec ces peurs et non plus contre elles, et ce, d'autant plus qu'elles sont mises en lumière, qu'elles ne travaillent plus dans l'ombre avec les pensées mécaniques qui tournent en rond. Les peurs ne vous rongent plus, mais vous dansez avec. Pouvez-vous accueillir vos pensées? Pouvez-vous accueillir vos peurs, vos émotions, vos doutes? Posez-vous la question. Cela ne revient-il pas à vous accueillir vous-même? Bien sûr que oui. Nous avons fait le tour. D'abord, questionnez vos pensées, les tournez en pensées positives, puis les lâchez complètement. Lâcher les pensées fait percevoir des trouées entre les pensées, l'espace d'accueil. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui accueille, vous êtes vaste, vous n'êtes pas cet aimable petit moi. Mais la pratique continue bien entendu, il faut être patient et persévérant. Accepter les défis que va vous apporter votre pratique, c'est accepter le changement et les peurs qui les accompagnent. Reconnaissez vos peurs tapies dans l'ombre de ces défis. Goûtez-les. Cela demande une grande audace, mais vous verrez, elles perdront de leur force et vous finirez par gagner de l'énergie. Tout défi porte en lui les germes du changement. C'est pourquoi ce sont des défis. Et l'existence n'est faite que de changements permanents. Mieux vaut alors leur emboîter le pas que leur résister. Voilà le cœur de l'enseignement. Accompagner le mouvement plutôt que de lutter contre. Accueillir et laisser partir comme une respiration. Derrière cela, répétons-le, ce n'est pas l'ego qui accueille, mais l'ouverture en vous. Cette ouverture est liée à la vigilance, à la présence à l'instant. Cette présence à l'instant est la non-résistance intérieure. Voir votre pensée et la laisser partir. Ayez le courage de vivre votre existence pleinement.
Et pleinement signifie avec les deux mouvements de la vie. Un flux fort vous accompagne. Vous ne pouvez être entier que si vous êtes dans la danse, et la danse offre deux figures. Un moment d'expansion et un moment de rétractation encadrant une pause. C'est le mouvement naturel de développement et de décroissance de la vie. C'est toujours yin, puis yang, puis yin à nouveau avec toutes les subtiles nuances qui constituent la richesse et la complexité du monde, aussi bien pour le monde extérieur que pour notre monde intérieur. Vivre pleinement, c'est vivre en relevant ces défis-là, petits ou grands, pour en faire une opportunité de grandir intérieurement. Cela ouvre la possibilité de retrouver cette paix intérieure qui est toujours dans notre profondeur. Et si, extérieurement, le défi ne semble pas porter les fruits attendus, ne perdez pas espoir. Peut-être qu'autre chose se trame en vous et sans vous. La vie vous porte à chaque instant. Le sentez-vous? Le voyez-vous? Vous participez déjà au grand mouvement. Voilà pourquoi nous pouvons parler de danse de la vie dans son infinie bienveillance. Nous pouvons y participer avec notre cœur. La vie vous danse, ici et maintenant, partout et toujours. Il s'agit de le vivre et non de le penser. Voyez-vous clairement maintenant que vous n'êtes prisonnier que de vos pensées? Bienvenue sur la voie. Vous venez d'écouter Se libérer des pensées de Lionel Cruzille, lu par Damien Viteka, une production d'Audible Studio. Merci et à bientôt chez Audible.